Bonsoir, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Welcome to the Montreal Museum of Fine Arts. Alors ce soir, on a une présentation spéciale en collaboration avec Porte-Parole. J'ai une petite annonce à vous faire concernant donc les mesures sanitaires. On vous demande donc de rester assis durant la présentation et de conserver votre masque. Please stay seated during the presentation and keep your mask on. Thank you very much and enjoy your evening. Merci Charlène. Bonsoir tout le monde. Hi everybody. Je suis Mary-Daly Desmarais, conservatrice en chef au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je suis extrêmement heureuse d'être avec vous ce soir et d'être en compagnie de nos invités d'honneur de la compagnie de théâtre Porte-Parole. Alors, Porte-Parole crée et produit des pièces de théâtre documentaires qui traitent de la réalité contemporaine canadienne, des pièces qui invitent un large public à une réflexion critique à propos d'enjeux sociaux actuels. Pour ma part, j'ai découvert Porte-Parole autour de 2016, quand j'ai vu la pièce Freddy. Je connaissais pas vraiment, pas du tout le genre de théâtre documentaire, et j'étais tellement frappée par l'esprit de curiosité, cette inspiration à un vrai dialogue, une sens d'écoute sans biais, qui présentait toutes sortes de points de vue, souvent les points de vue en conflit, mais toujours avec une sorte de égalité. Vraiment, ça me semblait comme une geste démocratique et éducatif. Et depuis, j'ai suivi, je pense que j'ai assisté à presque tous les pièces de théâtre que vous avez fait. J'adore vraiment, on connaît tous, je pense, le succès de Jamie Doraux parmi tant d'autres pièces que vous avez fait. Et alors, cette compagnie donne justement, j'ai mentionné l'écoute, mais aussi la compagnie, je trouve, donne la voix à des personnes qui sont souvent sous-entendues ou mal entendues, mal compris. Et c'est justement pour cette raison que quand on a décidé de faire une exposition avec le titre « Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre » How long does it take for one voice to reach another? Cette exposition qui traite justement l'écoute, cette question de comment est-ce qu'on se joindre à l'autre, quelles sont les voix qui sont parfois trop surentendues et d'autres qui manquent de l'écoute. Tout de suite avec mes collègues au département d'éducation et mieux-être, on s'est dit mais Porte-Parole, c'est vraiment la compagnie parfaite et on est très très heureuse de cette collaboration. Pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, à la toute fin, il y a une salle où on a réalisé cette collaboration, où on prend non seulement la question principale, combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre, qui est une ligne de poésie écrite par la poète militante américaine Caroline Forcher, qui a inspiré Billy Goodwin, qui a ensuite fait une pièce de l'art, une installation avec cette phrase, mais aussi d'autres questions qu'on a travaillées avec Annabelle et son équipe pour inspirer des visiteurs à s'exprimer. Donc, on a installé 3 grands rouleaux de papier pour justement collectionner des témoignages, des émotions des personnes qui ont visité l'expo. Et je vous dis que les témoignages, les réflexions, les commentaires sont tellement émouvants. Je passe presque chaque jour dans les salles et je lis des choses comme
bon, j'ai perdu mon mari il y a 6 mois et les œuvres d'art m'aident à digérer cette perte dans ma vie. D'autres qui disent tout simplement j'aime l'art, j'aime être écouté. Il y a des enfants qui participent. Donc, c'était vraiment un ajout très, très important à l'exposition. Et ce soir, Annabelle et ses collègues, qui je vais vous présenter dans un instant, vont créer une sorte de pièce de théâtre spécifiquement pour nous. Pièce de... Bon, OK, peut-être c'est une exagération, mais c'est... Mais c'est comme ça que je le vois. Moi, je suis surexcitée pour cet événement. Mais c'est vraiment ça, c'est de... I know, OK, I'm finding it so funny. Mais honnêtement, je dis, c'est ça ce que vous faites, selon ce que je vois, c'est de prendre des paroles réelles, des émotions réelles, et de les performer avec des acteurs, de leur donner une nouvelle vie pour provoquer la discussion. Donc, alors, pour cette soirée, on va présenter une courte vidéo sur l'exposition pour vous donner un peu de contexte de notre collaboration avec Porte-Parole. Ensuite, Annabelle, Sophie et Nicolas vont faire leur pièce de théâtre, vont nous parler de leur compagnie et ensuite des témoignages qui ont été recueillis dans l'exposition. Et ensuite, on aura une période de questions avec vous. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais juste donner quelques mots de plus d'introduction sur les participants. Alors, je commence avec Annabelle, dramaturge et productrice établie à Montréal. Annabelle Suter a cofondé en 2000 avec le comédien Alex Ivanovici les productions Porte-Parole, dont elle assure depuis la direction artistique. Elle a écrit et collaboré à la création d'une quinzaine de pièces de théâtre documentaires, parmi lesquelles l'Assemblée, The Assembly, J'aime Hydro, Tout inclus, Freddy, Grain et Le partage des eaux. Merci beaucoup, Annabelle, d'être ici. Ensuite, je tourne vers Sophie Morisset, qui est coordinatrice administrative de Porte-Parole. Elle évolue dans le milieu du spectacle depuis de nombreuses années. Elle a contribué à la création d'événements, au développement des publics, à la coordination des bénévoles et à l'administration de plusieurs organismes culturels. Donc, merci, Sophie. Et ensuite, Nicolas Michon. Acteur et scénariste, Nicolas apparaît dans de nombreuses séries télévisées québécoises, dont La vie parfaite, Mon ex à moi, District 31, L'échappée, La dérape et M'entends-tu. Il a interprété Jacob dans l'opéra de Katsu à l'usine C et a joué dans les pièces Les événements et Freddy au théâtre La Licorne. Il est également auteur de Chlore et Sylvie M. Maurice, pièce coécrite avec sa complice Florence Longpré et présentée à La Licorne dans ses propres mises en scène. Merci à vous trois d'être ici avec nous ce soir. Merci. J'ai littéralement marché sur la phrase titre de cette exposition. En fait, c'est la question titre de l'exposition. Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre? Quelle question parfaite pour notre moment. Après toute cette période d'isolement qu'on a vécu ensemble. Donc, l'exposition à travers les œuvres d'art nous invite justement à réfléchir sur la voix, non seulement en tant que phénomène acoustique,
mais aussi en tant que métaphore de l'émotion humaine. C'est une exposition qui est particulière parce que ça contient des œuvres de chaque collection du Musée des Beaux-Arts, que ce soit des tableaux d'anciens maîtres, des sculptures inuites, les objets de la Grèce antique. Il y a aussi des conversations qui se font, par exemple, entre les robes faites par le designer montréalaise Ying Gao et un soundsuit fait par l'artiste de renom international Nick Cave. Donc il y a vraiment toutes sortes de dialogues qui se font à travers le temps et l'espace avec des œuvres de la collection et les prêts des artistes et des amis du musée. Il y a aussi cette œuvre vraiment magistrale de Janet Cardiff, le motet à 40 voix, qui nous plonge dans une pièce de musique écrite dans le XVIe siècle et on est entouré de 40 haut-parleurs. C'est une installation sonore, immersive et très émouvante. Il y a aussi cette musique qui est juste tellement belle et une joie extrême d'écouter. Mais j'espère que ça permet un moment de réflexion et aussi d'introspection et que ça laisse aux visiteurs la possibilité d'être transportés de sa réalité. Scène 1. On entend la musique et un bruit qui n'est pas très joli de l'œuvre The 40-Part Motet by Janet Cardiff, qui est l'œuvre finale de l'exposition « Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre ?» Dans la verrière à la sortie de l'exposition, Sophie, une femme dans la quarantaine, est assise avec un couple dans la soixantaine, Marie-Claire et Benoît. Ils ont l'air d'être très amoureux. Je vais commencer par vous, Marie. Votre nom, c'est Marie... Marie-Claire. Marie-Claire? Mm-hmm. Marie-Claire, comme l'autrice? Marie-Claire Blais. Qu'on adore. Hein? Marie-Claire, quelle est la voix qui vous a le plus La quoi? touché? La voix qui vous a le plus touché? La musique, la voix en musique, pour moi... Ah oui? Mais celle qu'on entend encore, là, c'est... Je crois que c'est ça qui m'a le plus touché. En fait, l'unisson des voix, parce qu'il y en a 48, hein, et ce que les gens peuvent créer en unissant leurs voix, justement, c'est assez... Pour moi, c'est ça. C'est ce qui est le plus touchant. Je trouve ça extraordinaire. L'union des forces comme ça, là, c'est vraiment beau. Hein? Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette voix-là? Bien, il y en a 48, il ne faut pas l'oublier. mais ça me dit, là, qu'en s'unissant, elles peuvent devenir une. Puis ça vient me chercher beaucoup. Là. C'est vraiment beau. De quelle manière ça vous a cherché?
Ben en unissant nos forces, là, nonobstant la voix, là, en unissant nos forces dans la vie, les êtres humains, on peut créer des choses extraordinaires et invraisemblables. Fait que c'est cette espèce de puissance du nombre? Ouais, oui, ou puissance de la multiplicité. Hein? Juste 2, ce serait quand même très puissant, je pense. OK. Ah, j'ai reçu une carte dernièrement qui disait que la seule chose qu'on peut doubler, c'est le bonheur. Quand on est 2. Tu sais, dans le fond... Marie-Claire se tourne vers son conjoint, Benoît. C'était ça? Le bonheur... Bon, c'est à peu près ça, là. Le bonheur que l'on... La seule chose qu'on peut doubler... Le bonheur qu'on partage avec l'autrui, Ah oui, c'est ça. C'est la seule chose qui se double. Parce qu'on le partage. On le partage. Mais il se double. Oui, tu sais. Tu sais, dans le fond, Le bonheur, tu donnes. le bonheur que l'on donne à autrui, c'est la seule chose qui se double. C'est ça. En le partageant. Oui. Marie-Claire et Benoît et Sophie continuent d'écouter la musique ensemble. La musique joue plus fort. Merci Sophie. Merci Nicolas. Avec plaisir. Alors voilà, c'est pas exactement un spectacle, comme Marie a dit, du théâtre documentaire, mais c'est une courte scène qui est un exemple de ce qu'on fait à porte-parole. D'abord, peut-être à la main levée, est-ce qu'on peut juste voir qui dans la salle a déjà vu une pièce de théâtre de porte-parole? Oh my God! C'est bon. OK. Merci. Ça me réchauffe le cœur. Fait que je suis contente parce que ce soir, je ne peux pas passer du temps à vous expliquer c'est quoi le théâtre documentaire. Je veux vous faire écouter les voix que nous avons enregistrées, les voix des gens qui sont sortis de la salle de l'exposition, de l'extraordinaire exposition de Mary Daly et son équipe au musée. Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre? Quand Mary m'a appelée pour demander si on veut collaborer avec le musée sur cette activité de médiation culturelle, je savais qu'elle connaissait notre théâtre, comme elle a dit. Je savais qu'elle sentait qu'on avait les mêmes valeurs, en fait, dans notre théâtre que dans ce qu'elle voulait mettre dans l'expo. Mais quand j'ai écouté la question « Combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre ?» je me suis dit « je veux m'engager aussi avec cette question en faisant en appliquant notre processus. » Parce que pour moi, une des réponses à cette question, c'est ça dépend de comment on écoute. C'est-à-dire, ça peut prendre une éternité pour une voix d'atteindre l'autre si on n'est pas à l'écoute de soi-même, à l'écoute de l'autre personne, à l'écoute du monde qui nous entoure. Depuis 21 ans maintenant, à Porte-Parole, nous avons consacré notre énergie à écouter des gens, à enregistrer leurs paroles et de les amener sur une scène pour que le Montréal et maintenant hors de Montréal et hors du Canada, les gens peuvent réfléchir et écouter.
Fait que j'ai proposé à Mary, en fait, que nous allons juste simplement appliquer le processus qu'on fait dans la création de toutes nos pièces à l'exposition. C'est-à-dire, on va faire une recherche préliminaire pour comprendre c'est quoi l'exposition. Et après, on va amener des membres de notre équipe sur le terrain pour interviewer les gens qui assistent à l'exposition. On va ensuite écouter ces voix-là pour sentir c'était quoi la conversation qu'ils ont eue avec eux-mêmes et l'exposition. C'était quoi l'impact, quelle voix est-ce qu'ils ont reçue. Et ensuite, on va composer des courtes scènes pour vous, membres du public, pour voir avec vous comment est-ce que ces voix-là résonnent avec vous. Et je crois que ce processus est ensuite une réponse à la question, est-ce qu'on peut examiner ensemble c'est quoi le voyage qu'il y a entre le moment d'écoute et le moment où la voix est reçue par des gens. Fait que je ne vais pas dire grand chose ce soir sur porte-parole parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu nos pièces. Mais on est fondé, comme Mary a dit, en 2000. On a créé plusieurs pièces documentaires dont les plus récentes sont J'aime Hydro, L'Assemblée, Freddy, tout inclus, et présentement à l'affiche, et j'espère que vous allez avoir la chance de la voir. Rose et la machine de Maude Laurando, qui va jouer au Théâtre du CEP jusqu'au 18 décembre. Avant de continuer, je veux introduire mes partenaires de scène ce soir. Salut. Bonjour. On a été déjà introduit par Mary, on ne va pas dire grand-chose, mais peut-être par rapport à cet exercice ce soir, est-ce que, parce que d'abord, ce n'était pas moi, normalement, comme l'auteur de la compagnie porte-parole, c'est moi qui, c'est-à-dire pas toutes les pièces de porte-parole, mais quand moi je suis l'auteur, c'est moi qui fais la recherche, c'est moi qui va sur le terrain. Dans ce cas-là, je n'étais pas disponible. Fait que j'ai demandé à Sophie, qui n'a jamais fait ce travail. J'étais très contente. J'étais très contente de sortir du bureau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, je vais te donner une tâche différente. Puis c'est elle, en fait, qui est allée sur le terrain. Elle est allée voir l'exposition et ensuite elle s'est installée dans la verrière. Et peut-être tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait là-bas? En fait, on s'était organisé 2 journées d'activation. C'est les journées... Est-ce que Nargès est ici? Bonjour Nargès. Donc, on était avec... Moi, j'avais... moi et Kim, est-ce qu'elle est là? Allô? Donc, il y avait 2 médiatrices aussi du Musée des Beaux-Arts de Montréal avec moi. Pas les mêmes journées, mais on était 2 à faire les interviews, donc avec nos petites enregistreuses. Et avec la série de questions que Annabelle vous dira tantôt, on s'est installé à la sortie de l'exposition. Et grâce à ma collègue de travail aussi, qui est ici, Mira, qui est responsable des communications à porte-parole, qui interpellait aussi les gens pour leur expliquer aussi ce qu'on faisait, c'est qu'on s'assoyait avec les gens et on les enregistrait avec leur consentement, bien entendu, pour leur expliquer le travail qu'on voulait faire avec les enregistrements. Et ça a été très enrichissant, très touchant. Les gens ont pris un temps avec nous, ont été très ouverts à se confier, à vouloir nous parler de leurs expériences par rapport à l'exposition. Et ça a été un beau moment, en fait. Ça a été un privilège de pouvoir prendre ce temps-là. Et avec l'enregistreuse aussi, avec ce moment-là d'introduction, ça crée vraiment un moment de partage. Et c'est vraiment un moment clé où tout s'arrête. Et pendant ce temps-là, on est en arrêt avec la personne devant nous pour aller aussi loin qu'elle a envie d'aller. Et moi, j'ai demandé à Sophie d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire de vraiment encourager les gens de parler de leur vécu personnel. Fait que la scène que vous venez d'entendre, et vous allez entendre quelques autres, en fait, c'est verbatim exactement ce que les gens, Marie-Claire et Benoît, ont dit
à Sophie. Sophie m'a transféré ces entrevues. Moi, je les ai écoutées et j'ai composé les scènes que vous allez entendre aujourd'hui. Fait que merci, Sophie, parce que... Merci à toi, Annabelle. Je crois que l'écoute, finalement, a commencé à Sophie. Et ce que j'avais dit à Sophie, je crois que l'indication que je l'avais donnée, qui était peut-être la plus importante, c'est que quand vous posez une question à quelqu'un dans un processus de théâtre documentaire, c'est-à-dire d'aller chercher du langage qui va être théâtral, il faut jamais ou presque jamais interrompre la personne. C'est-à-dire poser la question et laisser la personne parler et laisser les silences vibrer. Très difficile pour moi. Donc, pour tout le monde. Et on va en parler plus longuement dans un moment. Merci, Sophie. Nicolas, je vais dire d'abord, Nicolas a travaillé avec Porte-Parole sur notre production de Freddy en 2016. Ça, c'est lui, comme tu peux voir. Ça, c'est le produit final d'une pièce. Ça, c'est une photo de production. Et même pour cet exercice, il est arrivé tard dans le processus, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Quelques heures. Quelques heures, c'est ça. J'ai appelé à 5 heures pour lui demander, est-ce que tu peux juste venir au musée pour lire avec Sophie? Fait que Sophie, c'est pas une actrice, elle va juste jouer elle-même ce soir et peut-être une autre personne. Et Nicolas va interpréter, comme il a fait en Freddy, plusieurs femmes ce soir, finalement. Que des femmes, en fait. Oui. Fait que, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de ton expérience de interpréter des personnages documentaires? Oui, certainement. Pour ce qu'on fait ce soir, j'ai eu accès à quelques trucs, quelques extraits audio de ce qui est joué, ce que je n'avais pas eu pour Freddy. Fait que, si je peux mettre les deux un peu en relief, ça va peut-être m'aider à encadrer ma pensée, sinon je vais parler pendant une heure. On n'approche pas ça comme on approche un texte de fiction, où là, tu penses aux enjeux, tu penses à l'auteur, à son époque, à ce qu'il veut dire, à ce qu'il veut pas dire, à ce qu'elle veut, et ainsi de suite. Là, tu es vraiment dans un rapport de transfert. Je vais dire, on veut se rapprocher de la vérité. On ne l'atteint pas parce qu'il y a du montage, parce qu'il y a de l'éclairage, on est miqué. Mais ça reste, encore une fois, de volontairement emprunter une voix et de pouvoir essayer d'exprimer le plus largement et le plus honnêtement, en fait. Je pense que c'est le mot plus que le mot véritablement, mais le plus honnêtement, la pensée de quelqu'un, ou dans le cas de Freddy, la situation législative, on joue des articles de journaux. Fait qu'il y a une importance aussi au verbatim, pour moi, comme interprète, de la précision de ce qui est écrit. Puis, si je peux me permettre, là, vous allez le voir en plus gros tantôt, ouais. Mais Annabelle retranscrit beaucoup. Il n'y a pas nécessairement de ponctuation. C'est souvent des changements de ligne qui, moi, comme interprète, me dit « OK, là, ça change de sens » ou bien ça change de la phrase. Tu sais, quand on parle, des fois, on commence des phrases. Au final, la phrase est claire, mais en chemin, des fois, on digresse, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est dur de trouver le sens, mais à force de le faire, là, tu trouves le sens qui se rapproche, je pense, de cette expression-là, de la parole de quelqu'un. Oui, je veux juste vraiment souligner, en fait, parce que souvent les gens me posent la question, mais pourquoi est-ce que vous travaillez dans le théâtre documentaire? Pourquoi pas le film? Et là, on revient encore à cette idée de la transfert de la voix ou de l'écoute. Moi, j'aime beaucoup le moment où, en fait, on amène du matériel des vrais gens, on le transforme en personnage en disant à un acteur, « OK, maintenant, vous allez jouer ce personnage. » Et de voir, en fait, l'écoute que l'interprète amène au personnage pour qu'on puisse avoir un petit peu de recul des idées qui sont sur la page. Et aussi, le métaphore de voir, en fait, un être humain qui accepte de se mettre dans la peau de quelqu'un et de dire exactement les mots que les gens ont dit. Parce que ce que vous venez d'entendre, c'est vraiment mot pour mot. C'est verbatim avec toutes les hésitations, les pauses, les fragments de phrases qui ne se terminent pas. Et là, je crois, encore pour répondre à la question combien de temps, des fois, quand on prend le temps, en fait, de transférer une voix à une autre personne, l'écoute se multiplie. Je voudrais juste préciser, oui. pour ceux peut-être que c'est pas clair non plus, là, c'est pas non plus un jeu comme interprète
sais, d'écouter la cassette, de l'imiter parfaitement avec les mêmes pauses, les mêmes timings, les mêmes. Tu sais, c'est d'en entendre une fois pour s'inspirer peut-être, mais après ça, c'est d'avoir ça en tête, de le mémoriser, mais de surtout prendre le texte comme il est, comme je le lis. Puis après ça, j'essaie de transférer ce que moi, ça me fait au spectateur. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais que c'est pas juste de l'imitation, parce que sinon, Ouais. on ferait play puis on ferait Ouais. du lip-sync, là, tu sais. Puis ça, c'est moins intéressant. Absolument. Souvent, en fait, on dit que le comédien est en conversation avec son personnage dans le jeu, où l'interprète est toujours présent sur scène. Et c'est pour ça que souvent, dans nos productions, une interprète va jouer plusieurs rôles pour qu'on voit qu'il est en train de traverser plusieurs êtres humains pendant la pièce. OK. Dernière chose que je vais dire avant qu'on va écouter un autre extrait. Sophie a dit qu'on avait conçu des questions à poser au public à la sortie de l'exposition. Ça, c'était ma tâche, en fait, dans cet exercice. Et je voulais concevoir des questions qui allaient chercher, en fait, un vécu personnel de la personne qui sortait et non pas une présentation d'opinion sur l'exposition. En fait, je voulais savoir comment est-ce que la personne, c'était quoi l'expérience et quelle voix, en fait, était présente pour la personne pendant qu'il ou elle traversait l'exposition. Fait que c'est pour ça que la première question est quelle était la voix ou quelle est la voix qui vous a le plus touché et non pas qu'est-ce qui était l'œuvre qui vous a touché. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette voix-là, juste pour essayer de voir si la personne était en conversation ou c'était quoi concrètement que la personne a écouté. Et aussi pour ensuite tourner vers la personne pour voir en général dans leur vie comment est-ce que la personne sentait vis-à-vis la communication humaine, comment réussissez-vous à atteindre l'autre avec votre voix. Fait que vraiment donner la question de l'exposition au spectateur pour qu'il ou elle pouvait dire, ben, est-ce que moi, je suis capable dans ma vie de communiquer? OK, on va procéder avec la prochaine scène. So the next scene is in English because, as you probably would imagine, a museum of this stature attracts people from all over Montreal and all over the world. And there were a few Americans that Sophie came across, which put her in a very interesting situation because she's a francophone. And I asked her if she felt comfortable doing interviews in English, and she said, yeah, I'm going to go for it. And I said, I think it's going to create some interesting encounters. Yeah, we'll see. So here is scene 2, Powerless. Sophie, a woman in her 40s, interviews Chloe, a woman in her early 30s. So, can you tell me about a voice in particular that reached you as you walked through the exhibition? A voice in this last part of it, or just No, all the as in exhibit. general? Yeah, in general, in the exhibit. It can be, everything. It's a really interesting question. I think it was almost my own voice, in a weird way. It felt like I was particularly touched by the kind of the silent bystander kind of aspect of it, and feeling silent. Yeah, no, that's it. You know that? Yeah, the silent. Okay, so what did that voice told you? Chloe suddenly becomes very emotional. You feel you're very sensitive about that? Yeah, I am.
Not sure why. Oh, that's perfect. Oh, yeah. I felt, it felt like it was telling me a couple of things, like it's okay to be silent, I guess, is the kind of, the silent majority that's sort of like carrying those angel wings of a sort in that exhibit. But also it's a double-edged sword, right? Your silence causes other people suffering at times. And I think that was very present in, the George Floyd piece as well. Chloe is from Minnesota, where George Floyd was also from and where he died. So I don't know if I'm explaining it that well. Like I said, that there's just the way you say it. It's all good. So I can sense and I can feel from you that you're touched by the impossibility to be heard. And do I understand? Yeah. That the injustice? Yeah. And I'm not sure I can play the part that I want to play to solve anything that's happening, and it feels somewhat helpless, at least to me. So I feel that, is it because you feel, I don't know So Sophie suddenly asked her colleague Mira for help. Mira! How do you say quand on se sent pas... Oui. Quand on se sent pas impuissant, in English. Tu cherches en anglais? Yeah. Impuissant. It's a good question, huh? Yeah, I have a blank too. You have no, you cannot take action, or you have no power over a situation. It's like we say in French, impuissant. Okay. You don't have the possibility to do something. Right. Like, I think it's what it is, but that's how I feel walking through it. But there's also some, like, beautiful part of it, too, where I think so many of us feel that way, huh? And there's maybe a beauty there, right? That we kind of carry this burden all together, and we're just like, how do we solve this? So... Maybe there's no answer, or maybe there's many. Yeah. Merci. So, yeah, it's beautiful. So, one of the things I love about making documentary plays is just the moment when people are not successfully communicating something. It's actually what I love most is when people fail to find the word that expresses what they're feeling or what they want to say. Because then they're forced into a process of constructing new language that is awkward, but it's active. And for something to become worthy of being on the stage, it has to be active. There has to be something in it that suggests that the character is attempting to do something and very often not arriving, and then having to find other strategies to get what they want. We call it pursuing an objective in the theater. So whenever I listen to transcripts from real life, the moment that the language starts to break down, the syntax starts to... Est-ce que tout le monde comprend l'anglais ici? Si je continue un petit peu. The syntax starts to break down, and they struggle to name what they're feeling. Pour moi, c'est le moment où je trouve que la poésie sort, le personnage sort, et que c'est souvent le moment que je vais sélectionner.
C'est pour ça aussi qu'on a choisi les questions qu'on a choisies, parce qu'on savait que ça va provoquer une réponse qui n'était pas canned, qui n'était pas terminée, en fait, un langage qui était toujours ouvert. Ça, c'est ce que, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, mais comme Nicolas a évoqué, souvent le langage qui sort, en fait, d'un témoignage ou d'une verbatim, moi, j'utilise pas souvent en fait, la ponctuation. Ce que je fais au lieu de la ponctuation, c'est que chaque fois que quelqu'un prend une pause, si c'est longue, je vais mettre pause. Si c'est juste une courte souffle, je vais juste aller à la prochaine ligne pour indiquer au comédien le rythme, en fait, du langage. C'est comme ça que le langage verbatim d'une pièce documentaire ressemble beaucoup à la musique. C'était aussi pourquoi on a répondu et on a décidé de garder la musique du début, parce qu'on est vraiment à la recherche de la musique, du langage contemporain. Et de transférer ce langage et cette musique à un comédien qui peut ensuite, si lui, il était à l'écoute de ce rythme, peut finalement arriver à transférer l'esprit du personnage. Many times, the real people who are characters in our plays have come to see our plays, and either them or their wife or husband or friend has been like, "Oh my God, you totally got that person." Even though the actor didn't listen to an audio recording, all they did was take the verbatim, follow the rhythm as I put it on the page, and then they played the character as they felt it and heard it. So again, getting back to this question, how long does it take? For us, the process of deep listening that starts with the interview, that continues with the transcription, that then is transferred by the author into the writing of the play, and then going to the actor. This can take a long time, but by the time it ends up on the stage and it's brought to you, the audience, we feel that what you're getting is the essence of the voice of the person. It's not a replica, but it's something that respects the original voice. Does anybody, we are going to leave a moment for questions and comments at the end, but est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, en fait, en réponse à ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire Chloé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler de qu'est-ce que vous avez reçu comme personnage, ou qu'est-ce qui avait de l'intérêt, ou qu'est-ce qui a résonné pour vous? Oui. Ouais. Mais est-ce que, j'imagine qu'il y a quand même des distinctions linguistiques qui font que la démarche est peut-être différente dans une langue versus l'autre? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Je vais lancer la question à toi dans un moment, Sophie. Oui. Ben, vas-y, oui. Si tu as une réponse, oui. Ben, déjà, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Comme tu as vu, déjà, ça produit des moments cocasses, n'est-ce pas? Il y en a plein d'autres aussi, parce que là, on a sélectionné lui, mais il y en a d'autres. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça me posait moi-même dans une position de vulnérabilité par rapport à l'autre. Donc, des fois, je me suis retrouvée avec des gens où même ils parlaient anglais, mais ce n'était pas leur langue première. Mm-hmm. Donc, on s'est retrouvés à des moments où notre maladresse créait justement un moment de communication intéressant. Right. Justement parce que on ne trouve pas toujours, tu sais, la sémiologie, le sens des mots n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, comme disait Annabelle tantôt, on se cherche. Tu sais, c'est sûr que moi, je veux dire, je parle bien français, mais mon anglais est pas juste. Donc, mes mots ne sont pas justes. Donc, souvent, ça crée des moments. Donc, right, which I like. I mean, what I love is putting Sophie in a situation where she sometimes had a hard time and the other person sense, again, it's creating awkwardness. I mean, we all try and escape awkwardness in our lives, but for the theater, it's the best thing when people are in conflict and awkward. It's like, it makes for the best theater. Je pense que ta question était plutôt, peut-être plus au niveau de comment est-ce que les gens expriment, est-ce que c'est différent en anglais ou en français.
Moi, dans mon expérience, non, en fait. C'est vraiment, chacun a une relation avec leur langue. Des gens qui sont des francophones, une personne qui maîtrise très bien, qui est très assumée, et d'autres qui sont plus timides, Et même chose en anglais. Moi, à travers mon expérience d'avoir créé des pièces en anglais et français, je dirais pas qu'il y a une règle générale à les francophones s'expriment comme ça et les anglophones comme ça. Sauf que, et ça c'est quelque chose qu'on sait de la vraie vie, je trouve que les francophones mettent beaucoup d'importance dans la beauté du langage, c'est-à-dire ils ont tendance à utiliser beaucoup plus de mots à dire une chose, tandis que les Anglais, c'est plus transactionnel et ils laissent peut-être plus de pause because they're not always trying to fill up the void with beautiful expressions. Whereas I find like French people really like to be beautiful in how they speak, and that's a general. Donc c'est fatigant finalement au bout du compte. Well, it takes a long time. Et ça c'est juste factuellement pour retranscrire une entrevue en français, ça prend le double en général. Et ça, je trouve ça juste très intéressant. Vous êtes très attaché avec votre langue. Je ne vais pas entrer dans un débat politique là-dessus. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, j'allais juste faire une blague de, c'est ça, là. Yeah, no, right, yeah. C'est ça. Yes. C'est vrai? C'est plus transactionnel. It's true. But it's funny because some people will say, like, oh, Chloe wasn't making these beautiful phrases of metaphors and using like really rich diction, but there's something in like how broken her language is that reflects who she is, because she's arrived from Minnesota at this museum, probably not expecting actually to see the sculpture. I'm sorry, can you remind me of the artist too? Stanley Février of George Floyd, and I think she came out of there like feeling completely sonnée par l'expérience, et ensuite elle cherchait des mots pour exprimer. So her language was impuissante. She felt powerless, right? Which, what I love about that is so do I today, and I connected with her. I think we all connect because of the violence around us. D'autres commentaires sur le personnage de Chloé? Ou sur rien qu'on a, anything that we've said. OK, on va continuer. Est-ce que... Oui, c'est ça. Juste quelques petits mots sur les ingrédients qu'on cherche dans le langage pour que ça pour que ça soit sélectionné pour faire partie d'une pièce documentaire. Fait que le conflit, c'est l'ingrédient primordial. On ne peut pas avoir une pièce de théâtre s'il n'y a pas du conflit. Fait qu'en écoutant les entrevues que Sophie a fait avec des gens en sortant de l'exposition, je cherchais les gens qui sentaient un petit peu en conflit avec eux-mêmes. Évidemment, ce n'est pas les gens qui argumentaient, mais qui avaient en dedans de eux un sentiment de je ne suis pas exactement dans ma peau, je ne suis pas à l'aise, je suis déséquilibrée, et il y a un conflit en dedans de moi. Et je crois qu'on sent ça dans le langage de Chloé. Comme j'ai dit tantôt, la construction d'un nouveau langage, c'est-à-dire ce n'est pas un langage ou des phrases qui sont préparées d'avance, c'est quelque chose qui se construit dans le moment de prononciation, où je sens qu'il y a un personnage. And I think that in both these scenes that we've read so far, we feel just from having these actors read them that these are like interesting people that we might want to come into contact with. As I was listening to the interviews that Sophie brought back, I was like, je veux rencontrer cette personne. Et je crois que cette personne peut être un personnage sur scène. I like when things make me laugh. So while I'm listening to a testimony and I laugh out loud spontaneously, I tend to think that there's something going on in the scene. And it's not that it's intrinsically funny, it's that in the world in which it's said today, in the situation, it was funny. I think laughter is something that's provoked when we identify truth.
and we need to release that recognition of truth. Et la résonance... Excuse-moi. Non, vas-y. Non, j'allais juste ajouter, tu sais, pour avoir travaillé sur Freddy, beaucoup, tu sais, le sujet était assez lourd dans Freddy, mais il a toujours gardé une part... l'humour amène beaucoup d'humanité, en fait. Fait que des fois, au-delà d'avoir le plus d'informations... Pour moi, le travail de porte-parole, c'est pas juste de donner le plus d'informations factuelles et statistiques, mais vraiment de représenter les gens au moment de l'échange, si je me trompe pas, tu sais, au moment où tu les as rencontrés, ou de leur personnalité qui sont amenés dans ce qu'ils disent, comment ça traverse et comment ça fait passer leur message. L'humour est comme un des grands vecteurs pour moi. Oui, absolument. Oui, souvent même dans l'entrevue, comme là, vous avez vu, quand Sophie et Nicolas, ils ont ri ensemble, ça c'était dans le texte, c'est indiqué dans le texte, c'est pas l'acteur qui... There were moments of, and you'll see in some of the next scenes, of big laughter where two strangers, and sorry, that's important to note, c'est des gens qui ne sont jamais rencontrés avant, se retrouvent dans une situation un petit peu bizarre, c'est-à-dire dans un musée, juste à la sortie, en rencontre avec une personne qui pose des questions un petit peu bizarres. Ça crée des moments de comédie. Extraordinaire, oui, vraiment. Et la dernière, c'est la résonance. La résonance, c'est pour moi quelque chose où quand j'écoute ces entrevues-là, il y a quelque chose en moi qui relate profondément avec ce que j'écoute. C'est-à-dire, moi, je peux me dire, ah, ça, c'est pas juste la personne, ça, c'est moi. Moi, j'ai ce sentiment-là d'impuissance. Moi, je suis troublée par la violence. Moi, je me sens cassée ou fatiguée ou j'ai une bonne heure à partager avec mon mari. Des choses qui résonnent pour moi et que je pense vont résonner pour notre société. OK. On va faire une autre scène. Nargès, c'est toi oui, que je fais. En fait, dans cette scène, Sophie ne va pas jouer elle-même, elle va jouer Nargès, qui est là, qui a aussi mené des entrevues. Merci Nargès. On va peut-être te demander plus tard de parler de ton expérience et peut-être de cette scène. Fait que si tu peux l'écouter et voir si tu reconnais la voix, parce que cette scène s'appelle Une question de timing, est avec une jeune femme française, dans le vingtaine, je crois. Ouais. Je te regarde, je ne sais J'étais pas pas là. pourquoi. I know, sorry. Toi non plus, On va voir. on J'ai jamais suppose que c'est ça. De manière générale, savez-vous comment votre voix réussit à atteindre les autres? Ça dépend, je pense qu'il y a beaucoup une question de timing, parce que parfois, même quand on est en groupe et qu'on parle à une autre personne, et on ne se fait pas entendre, même si on est très proche d'elle, on ne se fait pas entendre. On a beau crier, ça ne rentre pas. Et parfois, et c'est simplement, soit qu'elle a décidé ou qu'elle a oublié de fermer ses oreilles. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous entend. Ok. Vraiment. Oh, c'est... Ouais, c'est parfois parce qu'elle a voulu nous écouter et parfois parce qu'elle a oublié d'éteindre ses oreilles. Et parfois, souvent, c'est lorsqu'il y a des choses dures à dire, comme la réalité, une réalité dure. C'est lorsqu'on oublie de s'éteindre au monde et qu'on entend des choses. Est-ce que tu penses que c'est propre à une génération particulière ou tu penses que c'est l'état dans lequel on vit, qu'on veut se fermer par protection ou... Je dirais que ce serait propre à notre génération de vouloir essayer. En fait, disons qu'on va on va éteindre certaines choses parce qu'on m'a tellement habitué à une certaine forme de violence que quand on veut rester, on va éteindre cette conscience, on va éteindre nos oreilles, mais il y a un certain moment où, en fait, ce sera tellement fort, ou bien que des voix que les générations avant n'ont pas voulu entendre, qui vont être beaucoup plus fortes à nos oreilles, comme si là, je reprends l'œuvre qui m'a touché. Et c'est une voix qui m'a crié dans les oreilles, alors qu'il y a quelques années, en France, on jetait des gens dans la Seine à cause de leur couleur de peau, simplement, quoi. Et je prends juste cet exemple-là, mais comme il y a des milliers d'autres exemples, quoi. Ah ouais. Ouais. Et disons qu'on va dire que ça dépend des sujets. On va, comme je disais,
ouvrir nos oreilles, on va prêter plus d'attention sur certains sujets que d'autres. OK. Oui, c'est ça. Nargès? So I'm just interested in hearing you respond. What made you giggle about this voice? Or what did you hear? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est tellement français. Oui. Quoi, il y avait quoi là-dedans qui était très français? Yeah. Yes, like I said before. Oui. Mais je trouve qu'en fait, pour ma part, je trouve que malheureusement, la forme éclipse le contenu. En fait, moi, j'entendais davantage l'accent, puis je trouvais ça drôle, mais ça faisait que j'entendais moins ce qui était dit. Oui. Je suis d'accord avec vous d'une certaine façon, et c'est aussi parce qu'elle dit beaucoup de choses. Je crois qu'elle veut vraiment passer, en fait, un message où il y a comme... C'est très dense, en fait, en termes d'idées. Et à cause du rythme, on a de la misère à digérer, en fait, ce qu'elle dit. Mais en le prononçant, qu'est-ce que toi, tu reçoit de ce qu'elle dit, comme quelle est son idée principale? Moi, je ressens quelqu'un qui veut dire justement beaucoup de choses, qui sent peut-être que le micro fait un peu ça. Là. Tu sais, des fois, quand on se met un micro d'en face, tu veux avoir l'air intelligent puis avoir du sens et tu peux pas te tromper. Ce qui est vraiment une construction du micro, là, tu sais. Pas vrai, ça? Fait que non, moi, je sens quelqu'un justement qui, au son de sa voix, que je sens souvent, que je sens jeune et qui, à cette période-là, qui a comme le courage de ses idées, qui n'a peut-être pas encore la pluralité de comprendre tout le monde, mais qui veut certainement pas répéter son histoire. J'ai l'impression d'une jeune femme qui est consciente du passé rapproché, du moins, de sa famille, disons, ou de ses grands-parents, qui veut pas répéter ces trucs-là, qui veut pas être victime du racisme violent que peut-être ses ancêtres ont subi, puis qui se dépêche un peu à atteindre cette liberté-là. Moi, c'est ce que je reçois d'elle, en tout cas. Narges, est-ce que tu te rappelles de cette femme-là? Non, je me souviens pas du tout. Tu as fait beaucoup d'entrevues, hein? En fait, c'est moi qui l'ai. Oh, c'était toi, Kim? Ah bon, on s'est trompé. Mais mon Kim. Dieu, c'est la faute de Sophie, c'est elle qui m'a dit que c'était Narges. Under the buzz. C'est vrai que c'est Yeah. de ma faute. Non, non, non. C'est sûr que c'était un argent. Ben, c'est bon, Kim. Alors? Je me souviens parfaitement de cette jeune femme-là parce qu'elle m'avait vraiment comme touchée. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus... et tu peux peut-être enlever ton masque? Est-ce que tu... I don't know, are you Ouais, loud? ouais. Juste pour dire, juste pour que tout le monde peut écouter. Oui, je me rappelle parfaitement de cette jeune femme-là. Elle était en visite à Montréal. Puis, elle m'avait vraiment touchée parce que j'avais pas sa force de parole à cet âge-là. Elle me semblait comme tout début vingtaine, puis elle me semblait tellement à l'aise dans les mots qu'elle partageait, puis tellement dans l'actualité, mais pas juste pour bien faire les choses, vraiment comme touchée par ce qui se passait avec la société dans laquelle elle vivait. Puis quand j'ai demandé est-ce que c'est propre à une génération particulière de se fermer les oreilles, j'avais un peu en tête la génération, on a tous comme des bias face à des générations, mais je voulais entendre si elle allait mettre des mots sur oui, c'est cette génération. Puis le fait qu'elle a répondu comme non, pas particulièrement, c'est les gens qui cherchent soit à s'ouvrir ou à se fermer. C'est vrai que c'est un choix qu'on fait, que ce soit conscient ou pas. Puis le terme qu'elle avait utilisé aussi, c'est resté avec moi. C'est pour ça que j'ai reconnu tout de suite quand elle dit se fermer les oreilles. Oui. Moi, C'est un choix qu'on fait. c'est très fort. De se fermer à un univers qu'on n'est pas prêt à affronter. Yeah. I know, I like that. And she used it in two ways because she said sometimes we need to close our ears because we need to protect ourselves. And then she also says sometimes we forget to close our ears, so we hear something that maybe we didn't want to hear before. Et en tout cas, je trouve que comme en réponse à la proposition de l'exposition, cette idée que nos oreilles sont des fois ouvertes, des fois fermées, des fois c'est exprès, des fois on oublie et des choses rentrent. J'ai trouvé ça aussi très dynamique. Oui, Mira? Mais moi qui ai rabattu, en fait, les gens
qui sortaient Oui. de l'exposition vers Marjolaine, Kim et Sophie. Je reconnais très bien dans cette jeune femme-là un profil qui a généralement dit non, j'ai trop d'idées en tête, je ne pourrais pas vous parler tout de suite. Que les gens ressentaient un besoin de décamper un peu. Et elle s'est mise en danger. Elle a dit bon, j'y vais, même si c'est pas tout clair dans mon esprit. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu qui se sont pas fermés les oreilles, ils se sont fermés la bouche, ils se sont dit, non, Ouais. je suis pas certaine que je vais être capable de m'exprimer. Puis Ouais. je le vois dans c'est ce que j'entends Ouais. dans cette Elle a plongé sans nécessairement réfléchir complètement, mais ça donne un élan, en fait, ça donne une sortie de langage qui est quand même très forte dans les symboles, dans les idées, etc. Je suis d'accord avec toi. C'est pourtant intéressant le fait que on a l'air de la décrire comme une personne qui est jeune. Les jeunes aujourd'hui, tu as Twitter, tu as Facebook, tu as Instagram, tu as tous ces médiums-là que habituellement l'émotion première va sortir très rapidement Ouais. dans des commentaires, dans des posts. Oui. Souvent, c'est comme l'émotion ou un commentaire qui est comme vraiment pur, il est chargé de beaucoup de meaning, Oui. mais en même temps, des fois, souvent, c'est comme une émotion qui est brute, qui est pure. Oui. Puis c'est intéressant qu'elle, en même temps que ces médiums-là, je pense, elle, moi, ce que j'ai senti, c'est une certaine frustration d'un moment qui se passait présentement dans la société, puis le show, L'exposition, oui. Ouais. Comme ramener ça vers elle. Puis ultimement, elle a quand même fait un jugement générationnel que ils se sont fermés les oreilles, ils écoutent pas. Des fois, tu ne sais pas si les gens écoutent Ouais. pas. Ouais. Tu assumes parce qu'ils n'ont peut-être pas des réponses aussi fortes que toi. Mais des fois, c'est générationnel. Des fois, il y a des gens qui c'est des introvertis, des extrovertis. Ouais. C'est quand même Ouais. intéressant d'une jeune ils ont tous les médias aujourd'hui pour s'exprimer comme C'est ça, tous les outils. Mais Ouais. elle le fait quand même. Oui, oui, oui. C'est intéressant, ça. C'est vrai, c'est vraiment une... C'est pas de filter maintenant. Là, ouais. Là, c'est un peu le problème que des fois, il y en a qui vont trop loin. Ou, c'est comme rendu au point qu'il y a même des gens qui disent ben moi, je veux plus être sur ces plateformes-là. Ouais. Parce qu'on était inondés pendant 2 ans à la maison de voir les journaux, les médias. Oui, oui. Je crois que vous avez raison. C'est comme une voix qui est vraiment de sa génération, qui parle beaucoup de où se passe la communication aujourd'hui, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, et souvent comme beaucoup de langage qui sort sans être comme construite, et après une réponse qui n'est pas nécessairement en contact, comme vraiment où il y a une relais de... pas d'information, parce que ce n'est pas de l'information, mais vraiment une connexion entre les gens. Et je crois que ça cause... C'est souvent un manque de perspective parce que c'est la jeunesse. Il faut que ça sorte quand même, Oui. que ça soit contextualisé. Oui. Mais souvent, c'est le manque de perspective. Très, très loin. Il y a je Oui. comprends ce que tu veux dire, mais c'est peut-être pas ta réaction, je la comprends. Oui. Mais il y a plusieurs... C'est plus grand autour, mais Oui. souvent, c'est la jeunesse. Oui. C'est ça, c'est l'abondance, mais c'est aussi des fois frustrant parce que ça aboutit pas nécessairement à une vraie conversation ou échange d'idées. Ce qui vraiment, je crois aussi, c'est tout à ton honneur, en fait, d'avoir posé cette question dans ce moment où on est tellement, c'est là l'endroit de notre communication, Mary, pour dire peut-être on a besoin des espaces un petit peu plus épurés, un petit peu plus tranquille, un petit peu plus de temps pour que le aller-retour entre l'expression et la réception est plus grande, en fait. Je veux dire, il y a de plus en plus tu penses que tu peux parler plus, mais tu es indirectement un peu muselé. Je pense que des fois, si tu dis quelque chose, là, tu vas avoir la réponse, tu vas avoir le blowback, tu vas voir, j'ai posté ça, peut-être que mon entreprise ou ce que je travaille va le voir sur les médias sociaux. Fait que dans le fond, tu peux, mais tu peux pas. C'est comme, c'est comme dans le fond, les gens se parlent pas vraiment. Ouais. C'est un peu, Ouais. c'est ainsi, c'est peut-être un peu ça. Yeah, it's frustrating. So again, it's this kind of conversation that for us, when we're working at Port Parole, like before we get anywhere near the stage where the language will get up onto the stage and become a show,
c'est dans la salle de répétition où, en fait, on va examiner ce langage. L'acteur va poser une question, on va voir quelqu'un dans la salle de répétition, un concepteur, un metteur en scène, qui va dire « Ah, j'aime ce langage à cause de toutes les choses que vous avez dit. » Et l'écoute, en fait, commence même là. Fait que je veux juste noter à quel point c'est le fun pour nous autres d'être invités par le musée, juste de partager comme plus le processus avant que vous avez contact avec nos spectacles, de juste parler du plaisir que nous avons dans le simple examination de qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que ça expose un personnage, qu'est-ce que ça veut dire de notre monde et comment après est-ce qu'on peut le reconstruire dans la pièce avec tous les outils de la pièce, pas juste l'auteur qui sélectionne le langage, mais les concepteurs, éclairage, son, etc., metteur en scène, pour créer une pièce qui va ensuite résonner avec vous, qui n'est pas une simple transmetteur de messages ou d'idées, mais un portrait de notre monde dans toute sa diversité, sa violence, ses conflits, etc. OK. Fait que, voilà, l'écoute se fait à plusieurs niveaux. Quand l'acteur reçoit des personnages documentaires, il a besoin d'écouter le langage, écouter l'autre. Ensuite, essayer d'imaginer avec les indices qui sont sur le papier, dans le langage, qui est cet autre. Ensuite, habiter l'autre, l'acteur qui reçoit le langage, qui mémorise ses paroles et essaie de les prononcer. Fait qu'il habite l'autre et essaie de voir le monde avec son point de vue. Ensuite, l'acteur doit défendre l'autre. Ce que je dis souvent aux acteurs dans la salle de répétition sur un texte documentaire, c'est qu'on n'est pas là pour juger nos personnages. Il faut que vous aimez votre personnage et il faut que vous défendez le personnage avec tout le talent que vous avez de comédien. Et des fois, c'est difficile. Ouais. Des fois, il est arrivé des moments où, je t'interromps, mais juste Oui, pour... oui, vas-y. Tu sais, tu reçois un texte, là, puis là, tu fais... On se fait distribuer les rôles. Là, tu vois, lis ça, lis tel personnage. Puis là, tu fais comme... Hey, je pense pas que je peux jouer ça sans être en tabarnak. Ouais. Mais dans colère, tu sais, ces mots-là que j'ai entendus qui, moi, me font vibrer des cordes sensibles. Des fois, tu fais... Hey, je pense que Sophie devrait le jouer. Puis tu fais, non, Nick, il faut que tu arrives à faire ça avec... Oui, ou de avec... caricaturer. C'est ça. Oui, des fois, parce qu'un acteur, ce qu'il aime aussi, c'est la réponse du public. Fait que des fois, on va comme exagérer un personnage pour avoir une réponse. Mais... Puis des fois aussi, c'est notre façon de dealer quelque chose de « je pourrais jamais dire ça », mettons, fait que je vais le dire comme si j'étais quelqu'un que je juge de très con, là, tu sais. Ouais. Mais ouais. c'est pas mieux parce que là, tu donnes un ton qui est pas le projet... Je pense pas que le projet de porte-parole, c'est mettre en lumière qui est crétin, là, tu sais. Fait que des fois, faut mettre de l'eau dans son vin, des fois, dans le travail. Totally. Oui, vraiment. Well, aussi parce que c'est bizarre, parce que quand on joue des pièces de Shakespeare, tu sais, peut-être on va juger Richard III or whatever, but we're still going to be happy to play him because he's a villain. But whereas, like, when we take contemporary characters, we're like, comme dernièrement, on a fait une pièce qui s'appelle L'Assemblée, où il y a des personnages qui ont vraiment des idées très extrêmes. Puis les gens étaient comme, est-ce qu'on peut jouer ça? C'est comme, oui, parce que ça existe dans notre monde. On a besoin de comprendre ce personnage. Fait que fais-le comme vous faites une pièce de fiction. But it's true that it's because we're so close to the reality of our days, sometimes we don't want to go there. C'est même qu'on n'a peut-être plus le droit d'aller là. Ça, je veux dire. Comment? Des fois, on n'a peut-être même plus le droit d'aller là parce qu'il y a certaines personnes qui veulent canceller, le cancel culture. Yeah. Qui est quand même fort. Yes. Puis des fois, c'est pas que tu veux dire que c'est bon ou pas, c'est qu'il faut que tu l'exposes. Tu n'as même plus le droit de l'exposer à cause de la Yes. culture de la cancellation. Yes. C'est vraiment Well, yeah. Et là, vous soulevez un point qui est, oui, très important aujourd'hui. Il y a beaucoup de voix, en fait, qui ne peuvent pas atteindre les autres en ce moment parce qu'on commence à décider quelles voix sont acceptables sur la place publique et quelles ne sont pas. Ça crée, en fait, dans notre société, beaucoup d'inconfort parce que si on a été victime d'une voix comme ça, on se sent, et I understand that,
l'autorité morale de dire je ne veux pas que cette voix existe dans la place publique. Il faut l'annuler ou que cette voix a eu déjà beaucoup d'espace. Il faut qu'on écoute d'autres voix. C'est une conversation qu'on a essayé d'aborder avec notre pièce L'Assemblée, où en fait on a rassemblé 4 personnes autour d'une table qui pensaient très différemment et les acteurs ont joué ces personnages dans une bataille d'idées. Mais c'est on ne va pas trop rentrer là-dedans ce soir, mais justement, je crois que le théâtre peut répondre à notre époque en ce moment où on contrôle beaucoup qu'est-ce qui peut être dit, quels personnages, quelles personnes sont acceptées sur la place publique et qu'est-ce que la société peut tolérer en ce moment en termes de voix. Et je crois que aussi c'était une des raisons de votre impulse pour l'exposition, que tu voulais en fait amener une conversation, Mary, sur le discours public et sur quels espaces il nous reste en fait, où on peut être complètement à l'écoute et libre. Et à quel prix? OK. On va terminer avec la scène 4. Et juste pour le fun, juste pour le rendre un petit peu plus théâtral, on va introduire un cue de son. Fait que Olivier, Martin, you can start the sound cue. So this is, again, I'm not a sound designer, and I'm the one who put this in here, so it's just for fun to kind of elevate. We make choices like this all the time in theater where different people from the artistic team make decisions about, oh, if we do this or if we light it this way, how can we hear the voice in a way that will bring us back to the original intention of the character. So this scene is called The Silence Between, and the characters are Sophie, a woman in her 40s, who's interviewing Telly, a woman in her 70s. So, what is your name? Tell me that. Telly. It's Telly. Where are you from, Telly? From a village near Jerusalem. Where? Attends. Let her have that little laugh. Sorry, I'm giving a bit of direction here. Because I want to hear the kind of her own response to saying where she's from. So take it from the top. At the beginning? Yeah. Okay. Yeah. So, what is your name? Tell me that. Telly. It's Telly? Mm-hmm. Where are you from, Telly? From a village near Jerusalem. Where? From a village near Jerusalem. Near? No, Jerusalem? Jerusalem. Near Okay, so you come from Jerusalem. far away. Yeah. Okay, and are you here to visit? No, to work. To work? Mm-hmm. Cool. Okay, so welcome in Montreal, Thank you. and welcome in Quebec, and welcome in Canada. Oh, thank you. Okay, I will ask you, there is, it's important that you, there is no right or wrong answer. I just need to know what you feel and what you experienced. Can you tell me about a voice in particular that reached you as you walked through the exhibition? Mm-hmm. The one that You see? the voice of silence, because it was it felt very clear while walking that voice is
because there is silence also, Okay. like the vacant areas and that are so in The white space. When you walk. also when you're in different works, they have a kind of, you create rhythm of voice because you have the silence between them, like in the ECG. I'm a physician, so. Oh, oh, that's okay. That's cool. Okay. So- okay. Can you tell me more about that? So I mean, like, it's not. It has changes, and it has the stops and the. Okay, and yeah, I don't know the right word for it. There's a poem. There's a poet, Hebrew poet called Alterman, that has a poem that some people say it's about love, some say it's about death, some say it's about life, and he writes the silence between every heartbeat. This silence is yours. It doesn't clear to whom it talk, if it's to his lover, to his death, or to his life, or to something else. So I have this poem in my mind. The silence between the heartbeats, that it's something that creates life and creates the vibration and creates the vibe. It creates. Okay, so I'm hearing that it's what you heard. It's a message of. I would say it's not a scientific message. No. It's not, right? No, it's that you have to be. I think silence is also being. What would be the word? Like, when you really listen, it's more than listening. It's when you're present in your listening. I don't know the word. Do you have a word for it? No, but I understand. It's being attentive. It's being attentive. It's being all there, present. Yeah, attentive. Merci. J'aimerais qu'on écoute. J'aimerais juste pour le fun, avant de terminer, d'avoir une petite discussion avec vous, d'écouter la vraie voix de Telly, juste pour que vous pouvez faire la comparaison entre juste le début de la scène, peut-être pour 1 minute. So, what is your name? Tell me that. Telly. It's Telly. Where you from, Telly? From a village near Jerusalem. Where? From a village near Jerusalem. Jerusalem. Near Jerusalem. Okay, okay. So you come from far away. Yeah. Okay, and are you here to visit? No, to work. To work. Cool. Okay, so welcome in Montreal. Thank And you. welcome in Quebec, and welcome in Canada. So nice. Thank you. Okay, I will ask you, just, and it's important that there is no right or wrong answer. I Okay, just c'est bon, need merci. to know
C'était juste pour vous faire écouter la vraie voix, parce que des fois, même après qu'on avait parlé de notre processus et de dire à quel point on écoute, etc., c'est vraiment juste de savoir que tout ça qu'on vient de vous jouer ce soir vient des vraies voix. Je veux remercier beaucoup le musée d'avoir ouvert leurs portes à nous pour venir faire ce qu'on fait juste dans le théâtre, de parler avec le public, d'avoir un échange avec l'exposition et finalement d'être ici avec vous ce soir juste pour vous parler vraiment d'une façon très informelle de notre processus de création. Merci pour votre écoute. Et s'il y a des gens qui ont des questions pour nous, est-ce qu'on peut rester encore 10-15 minutes? Absolument, on se donne une bonne 10 à 15 minutes. OK, Et, parfait. Si vous entendez pas bien, je peux répéter la question avec le micro. Oui, allez-y. J'ai une question à vous poser à vous. Oui. En fait, parce que moi aussi, j'ai eu le plaisir d'interviewer les gens puis les rencontrer. Puis je me demandais, vous, qui n'avez pas rencontré ces gens-là, d'entendre leur voix uniquement, ça vous fait quoi d'entendre juste leur voix? Est-ce que vous imaginez la personne? Est-ce que... Je veux savoir, est-ce que vous l'écoutez plusieurs fois? C'est quoi votre processus? Est-ce que vous avez entendu la question? Oui? Non, OK. Bon, elle a posé la question pour Annabelle qui n'a pas rencontré ces personnes. Qu'est-ce que c'est c'est comment de les écouter après coup, n'est-ce pas? Oui, est-ce que j'ai écouté plusieurs fois et pour essayer d'imaginer la personne? C'est sûr que dans le processus de retranscription, il faut écouter plusieurs fois parce que pour être capable de bien respecter le verbatim, il faut que je joue, rewind, joue. Fait que je suis avec la personne. Souvent, même pour une scène de 2 minutes, je vais être avec la personne pour comme 1h30 juste pour bien taper la scène comme il faut sur le papier. Est-ce que c'est sûr que comme si je lis un roman, je vais imaginer les personnages, je fais la même chose. C'est sûr qu'il y a quelque chose de physique qui, comme quand j'écoute Telly, c'est sûr que je l'imagine comme très petite, comme une vieille dame de à peu près 70 ans, qui est comme très intelligente, mais aussi très timide, mais avec un petit sourire. Ça, c'est ce que j'écoute. Puis j'ai pu poser la question à Sophie, ben, est-ce que c'est vrai? Puis elle a validé certaines choses. C'est sûr qu'elle dit des choses qui me donnent des informations sur qui elle est, comme qu'elle est née en Israël. Ça me dit quelque chose vis-à-vis, ben, qu'est-ce qu'elle doit comme sentir d'être ici au Canada, je sais pas, et qu'elle est venue pour le travail. Fait que je reçois des informations qui me donnent tout ce que j'ai besoin pour imaginer, mais je suis pas nécessairement obsédée avec le détail de, ben, elle a quelle taille ou elle, tu sais, comme, c'est plus comme qu'est-ce que j'entends quand j'écoute sa voix. Qu'est-ce qui sort qui est intéressant et qu'est-ce qui est actif qui peut devenir un personnage sur scène. Mais c'est sûr que oui, je passe assez de temps avec les voix. Est-ce que ça répond à votre question? D'autres questions? Oui. C'est du théâtre documentaire. Donc, ce n'est pas du journalisme. Et vous donnez des voix à des personnes, justement, parfois qui n'en ont pas, en cherchant est-ce qu'il y a du conflit, est-ce qu'il y a de la résonance, etc. Là, vous avez nommé des points. Mais est-ce que vous avez parfois la crainte, en présentant ces personnes-là et en faisant ces choix d'extraits-là, que le message soit mal interprété ou que le message, justement, devienne trop important, alors que c'est peut-être un obitaire dans la vie de ces gens-là? Oui. Est-ce que tu en as entendu la question? Peut-être, Annabelle, si tu peux répéter. Oui, absolument. Je crois que la question, et je vais le répéter, je vais peut-être... Ça ne va pas être parfait, et ça, c'est important parce que ça, en fait, c'est pertinent à la question.
Est-ce qu'en mettant ces voix sur scène, qui est comme à la fois un travail journalistique mais aussi artistique, est-ce qu'on risque de, des fois, amplifier des voix d'une manière qui est comme qui n'est pas vraie nécessairement, ou est-ce qu'on va juste simplement mal interpréter quelque chose que la personne n'a pas dit? Est-ce qu'on risque de faire ce qu'on fait dans la vie toujours, c'est-à-dire de faire des fautes d'interprétation? Absolument. C'est ça le risque, mais aussi, je crois que ça, c'est aussi... On essaie dans la transmission du théâtre documentaire d'être très transparente à nos angles morts et à la possibilité que nous allons faire quelque chose qui n'est pas exactement ce que la personne a dit. C'est-à-dire, souvent, une pièce de théâtre est portée par un auteur et la personne va concéder, en fait, ou confier au public qu'elle avait de la misère à comprendre quelqu'un ou qu'elle ne partageait pas le point de vue de la personne. Ou dans une de mes pièces, en fait, je confie au public que la personne qui m'a demandé à un moment donné d'arrêter mon enregistreur, que je ne l'ai pas fait, fait que je donne au public un indice que je ne suis pas parfaitement une personne que vous devez faire confiance. Et ça, c'est très important, parce que quand on se nomme auteur, OK, et on livre quelque chose, comme journaliste, romancière, auteur, ça vient de autorité. On projette l'idée qu'il faut me faire confiance. Et je crois que dans le théâtre documentaire, c'est une des raisons que je ne fais pas du film documentaire, c'est que je veux toujours dire que dans la transmission de la réalité, dans la transfert de cette information, il va y avoir des failles. On n'est pas parfaite comme être humain, mais je vous livre ce que moi j'ai reçu. En fait, et moi je deviens en fait le personnage principal de la pièce, la personne qui a été le filtre. Et ce que vous allez recevoir, c'est un petit peu mon effort de rester équilibre, parce que je fais un grand effort d'être équilibre. Mais finalement, c'est mon interprétation de ce qui s'est passé et que vous devrez être conscient de ton propre filtre dans le public quand vous recevez l'information. Pour moi, cet échange entre une personne imparfaite et une autre personne imparfaite est beaucoup plus réel et reflète beaucoup plus la réalité que quelqu'un qui se met dans la position d'une parfaite autorité. Fait que tout ça pour dire, bref, j'accepte mes failles et je suis transparente avec celle-ci. Oui. Je veux juste ajouter que malgré tout, malgré qu'elle accepte ses failles, et les nôtres et celles des médiatrices culturelles qui nous ont aidés à faire ça, dans les consignes qu'Annabelle avait conçues avec le petit questionnaire qu'on minifiait aux visiteurs, il y avait la consigne de reformuler. S'assurer qu'on avait bien entendu, puis on l'a vu à l'œuvre dans quelques-unes des scènes. Sophie interprétant Kim, s'essaie à reformuler et se fait souvent répondre non, pas tout à fait. Puis la personne repart et essaie de à nouveau reformuler. Donc il y a quand même, tout en admettant les failles, puis c'est impossible de ne pas travailler avec ces failles-là, il y a des petits mécanismes qu'on met en place pour essayer malgré tout d'être le plus fidèle possible. Oui. Oui, une chose, parce que vous avez aussi dit, comme, est-ce que les gens, est-ce qu'on risque de les élever pour qu'ils deviennent les gens qui ne sont pas? Et c'est sûr que sur la scène, jouée par un interprète, une personne vraie devient quelque chose qui est élevé, c'est-à-dire qui est peut-être plus poétique parce qu'on l'avait mis dans un contexte où on l'écoute avec d'autres voix qui sont autour, sur une scène où les gens écoutent. Vous savez, à un moment donné, on a produit une pièce qui s'appelle Montréal la Blanche et le personnage principal, c'est un conducteur de taxi algérien. Et pour faire le texte, en fait, c'était pas moi, c'était un cinéaste documentaire qui s'appelle Bachir Ben Sadek, qui a
en fait, he went on taxi rides avec cet chauffeur de taxi pendant longtemps, enregistré tout ça, et puis l'a mis dans la pièce comme personnage principal. Le gars est venu à la pièce pour voir, en fait, qu'il est devenu le personnage principal de la pièce. Puis à la fin, en sortant du théâtre, il a resté avec nous, il a dansé, il a chanté, il a dit I'm a hero in your play. He was like, this is a guy he's from Algeria. He was basically told, like, even though you're a physician, you won't be able to practice here because you don't have it. And so he became a taxi driver. And he was so inspired to have been listened to the point where we could suggest that his conversations qu'il a avec des gens ont créé une espace de dialogue importante dans la société et qui peut être perçu comme un héros. Alors oui, finalement, il était élevé dans la pièce, mais peut-être on a besoin, en fait, dans notre société, d'élever certaines personnes et de mieux les écouter comme ils avaient une force dans notre société. Fait que c'est sûr qu'on avantage certaines voix qui ne sont pas avantagées dans la... En sachant pas qui sont les personnes qui disent ces commentaires-là ou ces dialogues-là, dans le fond, ça les protège quand même, parce que c'est comme souvent, your storytelling their comments becomes a bystander to create your storytelling. You decide what you want to say, you take the pieces of Yes, the we do. discourse We that construct them. You construct them. We do, to elevate them. But in the end, that elevation, I feel, allows us to hear that voice that in other spaces might not have been heard. And I think the audience is attuned to that. They're watching the play and they're like, this guy's a taxi driver. We know who he is in our world in terms of status, in terms of his voice being heard. And we know now we're in a play that's allowing us to come a little bit closer to who we are. So when we go back out into the world, maybe we're going to give more importance to that person who's driving our taxi. So for sure, there's a bit of manipulation going on here, but it's always indicating to the audience what's the value of, like the French woman says, like having our ears opened for us so those voices can enter. Some people may like the story, may not like the story that you're telling, but it's contemporary to the time that Yes. it's been done. Yes. It's been done in popular culture as well, not just in Every storyteller is doing this in their own way. This is just our process. Yeah. Peut-être on a le temps pour une autre question pour terminer. Oui. Allez. Allez-y. J'avais envie de revenir sur votre rencontre avec Chloé. Parce que great. quand même, je l'ai cité tantôt, mais là je la sors, parce que quand même, vous lancez à l'assaut des gens. Alors, vous ne savez pas, c'est un peu la boîte de Pandore, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Dans ce cas-ci, vous avez eu la chance extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui vient de la ville de George Floyd. Je veux dire, Irene, c'était quoi la chance? Même moi, quand j'ai vu George Floyd, j'ai été jetée à terre. Fait que sa concitoyenne pouvait bien être dans l'émotion en le retrouvant là, à Montréal. Qu'est-ce qu'elle pouvait, à quoi pouvait-elle s'attendre? Sûrement pas à ça. Donc là où je vais, c'est quand vous allez à la rencontre des gens comme ça, forcément, vous ouvrez la porte à plein de choses. Il y a les faits. Je pense que les faits intéressent porte-parole. Mais il y a l'émotion aussi, hein, les petits rires, les hésitations, les blabla. Là, puis comment vous arrivez à faire l'équilibre entre quel est votre chemin entre les faits et l'émotion? Puis il y a toutes sortes de façons de rendre son émotion, tu sais, puis à chaud comme ça, là, les gens sortaient d'une exposition. C'est pas nécessairement flamboyant comme expression d'émotion, mais il y a des situations où les gens vont être beaucoup plus émus, profondément touchés. Donc là, vous avez une décharge émotionnelle. Comment vous amenez ça en équilibre? Ça n'a pas toujours été le cas. Ouais.
Non, mais pour moi, la présence de l'émotion est primordiale. S'il y a vraiment pas... Même avec Telly, qui est assez timide et peut-être plus... she's not as expressive as Chloe, I still felt a lot of emotion there when she was talking about the heartbeat and the need to find that space in between. But for Chloe, you know, I think it's amazing to hear the language that comes out of her trying to come to terms with the reality on the ground in Minnesota, and that she came to Montreal to get away from the States. We didn't put this in the interview, but she told, elle a dit à Sophie, on a eu vraiment besoin de sortir des États-Unis, ils capotent vis-à-vis ce qui se passe dans leur pays. Ils sont venus ici et se sont retrouvés face à face à cette violence-là. Ce qu'ils appréciaient beaucoup, mais évidemment, quand elle est sortie de l'expo, elle avait toute cette charge-là. Et pour moi, en fait, comment est-ce que j'équilibre l'émotion et les faits? Ben, je crois que pour moi, il faut que pour que le public digère les faits d'une pièce documentaire, parce que souvent, il y a beaucoup d'informations, ils doivent absolument vivre des moments d'émotion crue. Sinon, ils ne vont pas ouvrir assez leur cœur pour faire entrer toute l'information. Ils doivent vraiment sentir que l'information est là pour nous connecter avec des gens qui vivent les choses des fois extrêmes. Mais je sais pas si je peux répondre pour cette scène-là, parce que le moment où j'ai senti qu'elle va comme presque pleurer, où elle n'était pas capable d'y aller, ben je dois dire, je voulais comme exploiter ça pour la scène, c'est-à-dire l'émotion et de l'or, parce qu'on sait qu'elle vit quelque chose de vrai et que les autres faits qu'elle va amener, le public va écouter encore plus, parce qu'on sent la vulnerability, I can never say that word, vulnerability of the person. Powerless, I'm powerless. So it's like we feel she has exposed herself, so we open up. And the moment that we open up, we can receive. So I think in a way that's like maybe the best way to end a conversation about what does it take for a voice to reach another. It's counterintuitive, but I think we need to expose ourselves more. We actually have to make ourselves vulnerable, and it's like the last thing we do when we communicate. The first thing we do is go, I have to appear to know what I'm talking about. I have to appear to maîtriser mon sujet pour que la personne va être impressionnée. Mais les gens impressionnés sont pas toujours complètement à l'écoute. Ils sont comme, moi je suis pas aussi intelligente que cette personne. C'est pour ça qu'on vous a amené des personnages qui sont moins, peut-être à part la jeune femme française, mais même elle, les gens vulnérables qui sont beaucoup à la sortie de l'exposition et qui sont pas capables de trouver les bons mots, mais qui finalement créent une connexion avec leur partenaire parce que Sophie... Mais c'était ça une peur, hein? Je pense que c'est bon ce que tu dis, parce que les gens ont l'impression, tu sais, moi, c'était d'emblée mon introduction, c'est-à-dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, déjà. Je veux dire, les gens, c'est comme, j'ai vraiment senti, puis tu sais, Mira aussi était là pour leur dire au départ, c'est pas un test qu'on fait, là. C'est pas, on n'est pas en train de vous... Tu sais, on vous teste pas. On veut juste vous écouter. En fait, c'était ça. Fait qu'à partir du moment où c'était établi, il y avait vraiment rapidement... en tout cas, moi, j'établissais rapidement un lien de confiance. Quand c'est là, les gens ont systématiquement et de façon surprenante, les gens sont contents de parler. Vraiment. Vraiment. Oui, c'est étonnant. Je pense que ça parle de votre approche, mais aussi de l'exposition. Oui, finalement, les gens, parce que l'exposition donne de l'espace, en fait, pour la personne d'écouter leur propre voix. C'est ça que... c'est Telly ou Chloé qui dit
the voice I heard was my own. It's Chloe. Chloe says that. So the fact that you put together an exhibit that actually allows people to connect with themselves, I think, speaks of the success of the space. So. Puis on a... Yay! Nice. J'aimerais dire une immense merci à Annabelle, Sophie, Nicolas. C'était extrêmement intéressante. Quelle chance qu'on a eu ce soir de passer ce temps avec vous, vraiment, de mieux connaître votre travail, d'expériencer votre passion, votre intelligence et l'empathie que vous apportez à vos sujets. Je ne sais pas pourquoi vous avez autant rigolé quand j'ai dit que c'était une pièce de théâtre. Parce que c'était vraiment une pièce de théâtre ce soir. Et plus que ça, c'était un cadeau. Parce que je vous dis que ici au musée, on sait pas, c'est pas tout le temps qu'on a la chance de savoir comment les gens expérimentent, comment ils vivent une exposition. On sait des fois, on lit des critiques, mais pour moi, personnellement, ce n'est pas les critiques qui sont les plus importants, c'est les visiteurs. Et donc, je vous remercie pour cette chance de les écouter, de les entendre. Je me retrouve très, très émue par cette présentation ce soir et je vous en remercie profondément. Merci beaucoup. Ah, merci à toi.